schizophrénie est une maladie complexe, difficile à comprendre pour nous, les néophytes, et on en entend beaucoup parler, cependant, aux nouvelles. Il y a souvent des schizophrènes qui vont être impliqués dans l'actualité. Et pourtant, c'est une maladie qui, semble-t-il, se contrôle, se guérit. Et un livre vient de sortir, ça s'appelle « Je suis une personne, pas une maladie ». C'est écrit par un collectif de gens qui sont concernés par la maladie mentale, dont Luc Vigneault, qui est schizophrène, et la docteure Marie-Luce Quintal, qui est psychiatre. Ils sont tous les deux avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Luc, on se connaît parce que... On se connaît, nous, on a parlé à quelques reprises. Quand même. En duplex, on dit, moi, on vient de Québec. Ouais. Mais ce soir, on trouvait tellement important de se voir en personne, fait qu'on a pris la route et voilà, nous voilà en studio à Montréal, on est très contents. Alors, expliquez-moi votre cas. Vous êtes schizophrène, avant qu'on parle de la psychiatrie dans tout ça, le schizophrène se découvre à quel âge? Parce que on s'était déjà parlé ensemble, mais je ne savais pas que vous aviez des enfants, que vous étiez en couple. Et exactement. Ça allait bien. Alors, racontez-moi ça. Ben, en fait, comme je l'écris dans mon livre, ça a commencé, j'étais jeune adolescent. Hein, j'ai commencé à avoir des hallucinations visuelles et auditives à jeun. C'est important de le dire, sans aucune autre substance. Et puis donc, c'est sûr, la souffrance est arrivée. Puis comme je l'explique dans le livre, c'est un drame humain épouvantable, tout ce qui se produit, ta vie s'écroule, et comment j'ai été hospitalisé, comment j'ai pris les premiers contacts avec la psychiatrie. Pour moi, c'était très difficile. Mais les premiers contacts, quand on dit on entend des voix, c'est quoi, là, en principe? C'est sa voix c'est une voix étrangère qu'on entend, comme j'entends la vôtre. Mais on ne l'entend pas dans son cerveau, là. Vous avez l'impression que ça vient de l'extérieur. Ça vient vraiment de l'extérieur. C'est comme si on cherchait d'où ça vient. Et puis, généralement, ces voix-là ne nous disent pas des choses très, très gentilles. T'es pas fin, t'es pas beau, etc., etc. Donc, ces voix-là nous amènent à être encore plus souffrants, plus malheureux. Et à essayer de casser ces voix-là, c'est très difficile. Et quand vous dites hallucination, est-ce que ça peut être visuel aussi? Ou... Visuel, oui. J'ai vu des choses que les autres ne voient pas. Des personnages qui n'étaient pas dans la pièce, des ombres. Moi, j'étais un peu de paranoïa, donc je me sentais poursuivi. Puis à chaque fois que je me revirais de bord, ben, je voyais des silhouettes de gens qui n'existaient pas, finalement. Mais qu'est-ce que vos proches disaient? Vous étiez ado, là, tu dis à ta mère, écoute, je vois quelqu'un autour. Disons que je cachais quand même ça. Ah. À l'époque, j'en parlais pas, parce que moi, j'habitais tout près de Louis-Hippolyte Lafontaine, qui est aujourd'hui l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Et c'est sûr, on a tellement de préjugés face à la maladie mentale qu'il y a des choses que je vivais que je cachais pour moi. Mais à un moment donné, je me suis réfugié dans la drogue. Donc, la drogue, l'alcool était pour moi une façon de vivre la maladie, mais c'est sûr, à un moment donné, ça l'a empiré, et les choses ont fini par exploser. Et donc, vous avez quand même une vie de couple, vous avez des enfants, et ça explose au moment où vous avez des enfants. C'est ça, après la naissance des enfants, tout ça explose, et puis là, je me retrouve à l'hôpital, attaché sur un lit, avec des sangles en cuir, et puis là, j'ai perdu complètement le contrôle de ma vie, complètement. Là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Et vos proches doivent être décompensés? C'est mes proches qui m'ont amené à l'hôpital. C'est ceux qui sont ils ont toujours été là, toujours été présents. Et puis, bien sûr, quand je suis arrivé, puis ils m'ont gardé de force. Ah ouais. Parce que vous décrivez dans le livre, à un moment donné, vous dites qu'il y a comme une équipe de football qui se dirige sur moi, puis ils essaient de me neutraliser. Il y avait combien d'infirmiers? Ah, bon, on y était 8, parce que je suis quand même assez costaud. Ouais. Là, ils ont dit, ben, on va vous garder. Moi, je reste pas ici, je m'en vais. Parce que c'est là que j'ai vu arriver cette équipe de football-là, puis le ballon, ben, c'était Ils ont eu besoin de renfort. Puis à un moment donné, ils ont fait un autre appel, ce qu'ils appellent des codes blancs dans le milieu, là, pour dire personne agressive, puis tout ça. Puis ça a été vraiment, c'était long et pénible. J'en garde encore un traumatisme, parce que pour moi, c'est une agression que j'ai subie. Moi, je suis là, puis pas trop conscience de ce qui se passe, puis je les vois sauter sur moi, c'est épouvantable, tu sais. Et là, vous connaissez un fond, là, et c'est ce dont il est question dans le livre, c'est la façon de sortir de tout ça. C'était quoi votre fond à vous? Là, ben, moi, je voulais plus vivre. C'était fini. J'avais fait des tentatives de suicide. Vous dites, je passais ma vie sur une chaise berçante. Et après ça, quand je suis sorti de l'hôpital, je prenais 32 pilules par jour. J'avais plus de son, plus d'image. Puis là, je me berçais. Excusez, j'étais gelé comme une balle. J'étais neutralisé. Il avait neutralisé mes symptômes, mais il m'avait neutralisé ma vie aussi.
j'avais plus de vie. C'est difficile à croire quand on voit quelqu'un aussi enjoué, et aussi de bonne humeur que ça, là, hein? Et ça revient de loin, là, quand même. De très, très, très loin. Là, on disait, bon, la schizophrénie, ben, c'est fini, tu n'auras plus de vie, fini la vie familiale, fini le travail, etc. Jusqu'au jour où je croise des gens comme la docteur Quintal. Et là, on va parler de ça, justement. Docteur Quintal, avant d'aller plus loin, vous êtes psychiatre, vous avez étudié en psychiatrie, vous décrivez votre parcours, et vous avez aussi flirté quand même avec la maladie mentale, vous le confessez là-dedans, vous dites qu'il y a un tas de préjugés, mais moi aussi, même comme psychiatre, j'ai eu des problèmes. Racontez-moi ça. Oui, bien c'est ça, c'est qu'on n'est pas à l'abri personne d'avoir un problème de santé mentale. Ce que je raconte, c'est qu'en sortant de l'université, j'avais moi aussi des préjugés. J'avais appris que la maladie mentale sévère, ben, les gens ne guérissaient pas. Les gens étaient chroniques. Puis ce que je pouvais faire, c'était m'assurer qu'ils soient stables. Et voilà, c'était mon mandat. Et tranquillement, j'ai rencontré des gens qui se sont rétablis et qui parlaient, hey, moi je me suis rétabli, j'ai eu une maladie comme la schizophrénie, je suis rétabli. Au début, là, ça marchait pas, j'avais pas de case pour ça, là, que quelqu'un qui a la schizophrénie pouvait se rétablir. Et vous n'avez pas enseigné ça? Non. Mon premier réflexe, c'est de dire qu'ils ont dû se tromper de diagnostic. Bon. Ou bien c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais quand tu en vois 1, 2, 3, 4, 5, tu te dis, ça doit être vrai. C'est vrai que les gens se rétablissent. Et là, je me suis intéressée au rétablissement. On a travaillé très fort. On était une petite équipe à essayer d'intégrer les principes du rétablissement au travail. Et quand on met beaucoup d'efforts, ben, des fois, on ne respecte pas nos limites. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, ben, je me suis rendue à un épuisement professionnel. Vous avez fait un burn-out, littéralement. En bon... Bien dit, c'est ça, c'est un burn-out. Donc, vous avez flirté avec la maladie mentale, puisque le burn-out, c'est quand même, on perd le contrôle quand même de sa vie, là. Mais on n'est pas prêt à ça. Personne. Puis encore moi, je me disais, je suis là pour aider les gens. J'ai appris plein de choses pour aider les gens. Je sais c'est quoi la maladie. J'arrête pas de dire aux gens qu'il faut respecter leurs limites. Et finalement, je me rends à la même place que tout le monde, à ne pas me respecter, puis à m'avancer, à avoir mon petit billet du docteur, puis à me retourner chez nous en disant, ben voilà, je suis allé trop loin, puis il faut que je m'arrête. C'est jamais facile. Donc, vous avez fait une prise de conscience, mais vous vous êtes dit, en revenant, je peux changer les choses en ce qui me concerne et en ce qui concerne les autres, je peux guérir des gens. Luc, oui, avant de la rencontrer, vous avez rencontré un tas de monde. Vous expliquez dans le livre qu'il y a deux types d'équipes médicales. Oui. Pendant un petit bout de temps, vous faisiez affaire avec une équipe médicale dont la prémisse c'était « ça se guérit pas ». C'est ça. Et vous avez subséquemment rencontré une autre équipe qui, elle partait du principe que ça se guérissait. Alors, quand on dit « ça se guérit pas », là, vous êtes resté dans votre chaise berçante. Ah, ben complètement. Comme je vous dis, moi, j'avais plus d'autre choix que de me bercer. Si je suis atteint d'une maladie incurable et qu'il n'y a rien à faire, alors pourquoi j'essaierais d'aller à des activités? Pourquoi j'essaierais d'aller sur le marché du travail si je suis atteint d'une maladie incurable et qu'il n'y a rien à faire? Donc je restais là puis je me versais à la journée longue. Le peu d'heures que j'étais réveillé, parce que vous dites que je dormais beaucoup. Comme vous dites, jusqu'au jour où je rencontre l'autre équipe qui m'a dit non, le rétablissement il est possible. Je tiens à souligner que je prends encore de la médication, je fais encore un suivi médical. Je vis encore avec cette maladie-là. Mais par contre, je vais très, très bien. J'ai une vie pleinement épanouie. Alors, mais parlez-moi du transfert d'une équipe à l'autre. Une équipe qui dit ça marche pas, là, on prend les pilules, puis là, vous êtes gelé. Et là, vous rencontrez l'autre équipe. Alors, comment ça commence? Ça commence, ils m'ont demandé, toi, Luc, as-tu des projets, des rêves, des ambitions? Mon Dieu Seigneur, j'avais jamais pensé à ça. Moi, je croyais... Quoi, des ambitions? Des ambitions, wow! Oui, peut-être. J'aimerais ça dans le me lever à 1h, me lever à midi. C'est un début. Mais non, là, je me sens chez nous, j'ai réfléchi, puis moi, pour me détendre, ben, j'écoute les débats à l'Assemblée nationale. on voit qu'il reste des symptômes. C'est vrai. C'est vrai, bon. Là, je disais, hey, député, j'aimerais ça, moi, être député, tu sais, je voyais ça, puis... Mais après ça, je dis non, il faut que je me fasse un dépliant, puis ça va être marqué schizophrène. Il n'y a pas grand monde qui va voter pour moi. Pas des fonds, c'est jamais bon. Mais, j'ai dit qu'un conseiller politique, ça, j'aimerais ça. Ça, j'aimerais ça. Fait que je suis retourné voir mon équipe soignante, l'intervenante, j'ai dit, ouais, la question que tu m'as posée la semaine passée, moi, je vais être conseiller politique. Là, elle m'a regardé avec un beau grand sourire, et elle dit, ça va lui faire du bien. On a besoin de ton énergie à l'Assemblée nationale. Là, elle dit, on va se faire un plan d'action à partir de ton projet de vie et non à partir de ta maladie. Fait que ça veut dire, ça, si tu es conseiller politique, on va aller dans des assemblées politiques. Ils m'ont accompagné dans les assemblées politiques. Ah oui, puis à un moment donné,
Le monde, il reste pas près de moi. Je sais pas pourquoi. Il m'a dit, c'est parce que tu pues, là. Tu sais, je me lave pas. T'as une bonne raison. Ouais, Tu sais que Steve Jobs faisait la même chose. Ah ouais, aussi, Ça a l'air que lui... Ça a marché pareil. Ça a marché pareil. Non, je me suis même lavé, je me suis mis à m'intéresser à la vie. Parce que j'avais un but de me lever. Avant, je me levais pour aller à l'université. Alors, il faut faire la pause et on va parler justement avec la médecin qui épouse cette façon de voir les choses. Là, comment donner espoir à quelqu'un et à partir du moment où il donne espoir, comment ça peut l'aider à contrôler sa maladie? Antoine.